c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Jacques Ferrandez est auteur et illustrateur de bande dessinée. Dans Suite algérienne, le lecteur plonge dans l'Algérie sensible de l'indépendance jusqu'à la révolte de 2019. Vincent Petit est éditeur chez Casterman. Ce qui se lit aujourd'hui avec Jacques Ferrandez et Vincent Petit. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite. Aujourd'hui avec une histoire algérienne, celle qui débute lors de l'indépendance, pour se terminer peut-être avec la révolte de 2019 qui a chassé du pouvoir le président alors en place. En passant donc entre ces deux périodes de 62 à 2019, notamment par la décennie noire et sanglante des années 90. Cette histoire, c'est celle que vous racontez, Jacques Ferrandez. Bonjour. Bonjour. Suite algérienne 1962-2019, c'est le titre de votre nouvelle bande dessinée, une histoire en deux parties dont la première est parue aux éditions Casterman, dont nous parlera dans la seconde partie de l'entretien votre éditeur Vincent Petit. Vous êtes l'auteur de plusieurs albums sur l'Algérie, puisque c'est votre grande thématique, par des adaptations de Albert Camus. Nous étions rencontrés pour la librairie Le Fayère pour votre lecture, votre relecture du Premier Homme, mais aussi par Les Carnets d'Orient, une série dans laquelle vous racontiez ce pays de 1830 à 1962, c'est-à-dire toute la période de la colonisation française. Écrire et dessiner une suite des années plus tard, parce que je crois qu'il se passait une douzaine d'albums d'années entre la fin de... Peut-être d'albums, d'ailleurs, j'ai pas compté. C'est vrai. Est-ce que c'était l'idée dès le départ ou est-ce que c'est l'actualité, c'est-à-dire cette révolte qui a débuté en 2019, qui vous a donné l'envie de vous y replonger ? Oui, alors ça me trottait depuis un moment de donner une suite à cette histoire qui, comme chacun sait, ne s'est pas arrêtée en 1962, bien sûr. Et surtout, peut-être de donner aussi une suite à ces personnages que j'avais créés, qui étaient les héros, enfin les personnages principaux des albums précédents. Et notamment sur une période resserrée qui était 54-62, ça s'arrête brutalement évidemment avec l'indépendance de l'Algérie. Et en même temps, j'ai fait naître un personnage qui est le fruit de la liaison, de l'union entre Octave, qui est un officier français, et Samia, qui est une jeune Algérienne. Et donc cet enfant qui est né en 1960, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va devenir dans les années qui suivent, notamment les années 80, les années 90 et jusqu'à maintenant. Alors j'avais cette idée de reprendre, mais j'avais pas, comme on l'a dit, j'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Camus. J'ai fait 3 albums entre 2009 et 2017. J'ai travaillé sur Giono, j'avais fait des escapades dans différents domaines. Et l'idée de revenir m'a été effectivement... ça a précipité, même si je me disais, maintenant, ça y est, il faut quand même y aller, parce que 10, 11 ans, ça commence à faire. Il se trouve que je retourne régulièrement en Algérie, et il se trouve que j'étais à Alger le 1er novembre 2019, qui a été le jour du début. C'est pas le début, ça avait commencé en février 2019, mais on était le 37e vendredi du Hirak, ce jour-là. Et évidemment, comme le 1er novembre, c'est une date particulière pour l'histoire récente de l'Algérie, avec le 1er novembre 54, qui est le début de la guerre d'Algérie. L'insurrection qui va mener l'Algérie à l'indépendance. Il y avait double motif, disons, pour les Algériens de descendre dans la rue pour célébrer le 1er novembre et pour continuer ce mouvement qui s'était un peu essoufflé pendant l'été et qui là reprenait de plus belle. Alors étant sur place, je ne peux pas dire que j'ai assisté à la manifestation, mais je suis arrivé le jour même. D'ailleurs, il y avait des barrages de police à l'entrée d'Alger qui empêchaient justement les Algériens venus d'autres provinces ou d'autres régions de venir grossir les manifestations. Donc il y avait aussi une volonté de la part du pouvoir d'essayer de limiter au maximum ce que pouvait être cet anniversaire justement du 1er novembre 54. Couplé à ce Hirak qui était un mouvement qui avait obtenu en effet la démission, enfin le dégagement, le dégagement de Bouteflika, mais avec évidemment une situation qui n'est pas réglée pour autant. Et c'est le lendemain, en arpentant les rues d'Alger, que j'ai vu que ça avait été une très grosse manifestation, en achetant les journaux, la presse. Et surtout, c'est le moment que j'avais choisi aussi pour retourner sur la tombe de mes ancêtres. J'ai 2 arrière-grands-pères paternels, c'est-à-dire les 2 grands-pères de mon père qui sont enterrés à Alger, que j'ai jamais connus, puisque l'un est mort en 1927, l'autre en 1946. Mais
Les tombes sont toujours là et j'avais jamais l'occasion de les voir. Donc là, je me suis présenté avec les documents qui permettaient de retrouver les emplacements, avec la date notamment du décès de ces deux ancêtres. Et c'est ça qui m'a donné le début de l'histoire finalement. Donc je pars de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et je remonte en ce moment-là à la faveur de retour en arrière sur ce qu'a été le début de l'indépendance et en essayant de naviguer entre ces différentes périodes. Effectivement, Jacques Vérandez, c'est comme ça que débute votre album, par la manifestation de 2019 et puis par ce personnage qui revient sur la tombe de sa grand-mère dans le cimetière chrétien d'Alger. Mais vous l'avez dit là, juste à la fin aussi de votre réponse, donc je le souligne pour les auditeurs, c'est un album à rebours, c'est-à-dire c'est un album véritablement qui commence et qui se termine en 2019, mais c'est véritablement ça en fait qui est le point de départ et le point d'arrivée de toute l'histoire et de tous les personnages que l'on va rencontrer, c'est-à-dire leur resituer ce mouvement par rapport à ce qui s'est passé à la fin des années 80-90, c'est les premières élections libres qui ont été arrêtées et qui ont débouché sur la décennie sanglante, et puis revenir sur 65, c'est-à-dire le coup d'État de Boumedienne suite à la fin de la guerre d'Algérie en 62, et la prise du pouvoir par le FLN, qui l'a toujours pas quitté, puisqu'on enregistre quelques jours après les élections, où c'est encore le FLN qui les a emportés. C'était ça aussi la volonté, c'était de situer ce qui se passait quand vous y étiez, par rapport à l'histoire et de l'interroger dans la continuité et les ruptures de l'histoire? Oui, parce qu'en plus de ça, c'est une histoire très peu connue, ce qui se passe en Algérie depuis 1962. Même les Algériens ne savent pas très bien ce qui s'est passé, puisqu'il y a aussi une forme d'histoire officielle en Algérie qui est dictée et qui est dite aussi par le pouvoir en place. Alors, vous parliez de Boumedienne en 65 avec la prise du pouvoir par le FLN, mais le FLN a pris le pouvoir dès 62 avec des rivalités internes que je développerai davantage dans l'épisode suivant entre l'armée des frontières, entre le gouvernement provisoire de la République algérienne et entre les maquis de l'intérieur. Tout ça a été assez sanglant en fait au moment de la prise du pouvoir. L'été 62, c'est un épisode qui est très peu connu et que je vais aussi aborder, mais dans cet épisode-là, dans celui qui vient de paraître, je mets déjà les éléments en place pour situer aussi les personnages qui étaient présents dans les épisodes précédents, pour voir comment est-ce qu'ils existent, comment justement cette prise du pouvoir en Algérie avec mes acteurs algériens, comment est-ce qu'ils vont se sortir de cette situation et comment certains vont même être englobés peu à peu dans le pouvoir jusqu'à des hautes responsabilités, des hauts postes, et pour voir aussi que cette Algérie en fait est gouvernée depuis 1962 par les militaires et spécifiquement par les services de renseignement. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait beaucoup, c'est ce côté un peu guerre secrète ou histoire à ne pas dire, vous voyez, des choses qui sont même pour les Algériens encore assez peu dévoilées, quoi. Donc ça m'intéressait aussi, cet aspect-là. Alors, vous l'avez dit, il y a des personnages différents dans cet album, Jacques Ferrandez, certains qui sont les continuateurs ou les descendants ou les mêmes que pour les carnets d'Orient, mais ils représentent quoi l'ensemble de ces personnages? Parce qu'il y a des Algériens, il y a des Français, il y a notamment une étudiante aux Beaux-Arts qui s'appelle Nour, qui, elle, est une féministe qui rêve véritablement, pendant cette année 2019, de pouvoir... Et en fait, Nour, c'est un personnage que je fais apparaître en 1988. Parce qu'en fait, au moment des manifestations de 2019, mon personnage de Paul Yanis, donc qui me ressemble un petit peu, et qui est ce personnage qui est né justement en 1960, qui retourne au cimetière algérien. Qui retourne et au moment où il est au cimetière, il sort, il prend un taxi. Le taxi est pris dans les manifestations donc du 1er novembre. Et là, il voit une jeune femme avec un drapeau algérien sur la tête. Et c'est une occasion, c'est un peu comme un mot-clé ou une image clé qui fait basculer dans cette période d'octobre 88, ces émeutes aussi qui ont été là fortement réprimées par l'armée, et où donc à cette époque-là, il était journaliste pour la télévision, il avait rencontré une jeune femme qui effectivement arborait ce drapeau algérien dans les cheveux, et donc c'est une manière de faire des correspondances. Mais en effet, cette jeune féministe, c'est une féministe, je vais dire, des années 80, qui voyait ce qui était en train d'arriver déjà en Algérie avec la montée des islamistes, avec même... Surtout qu'elle a un fiancé qui a pris un autre chemin qu'elle. Alors, c'est pas vraiment son fiancé, on pourrait dire c'est un prétendant éconduit, on pourrait dire plutôt. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, peut-être aussi la raison pour laquelle il prend ce chemin différent et qui est tenté justement par l'islamisme et par des copains à lui qui sont partis en Afghanistan se battre contre les soviétiques, ce qu'on appelait les Afghans en Algérie. Peut-être aussi parce que je voulais montrer que toute cette montée
intégriste qui a eu lieu en Algérie et qu'on voit aujourd'hui aussi dans nos banlieues provient aussi beaucoup de frustration et notamment des frustrations notamment en Algérie avec la séparation des sexes, avec la difficulté d'avoir un travail, d'avoir un logement, de pouvoir se marier et d'offrir un logement décent pour pouvoir vivre en couple. Tout ça a été très très difficile dans les années 80 et ça a nourri évidemment une forme de déni du corps et de presque de haine du corps. Enfin, je montre là dans cet épisode-là de quelle manière, comment est considéré le corps dans le monde musulman, et particulièrement en Algérie. Et j'ai choisi d'ailleurs pour parler de ce sujet-là, de faire cette conversation avec cette jeune féministe qui déplore justement le statut qui est fait aux femmes après le code de la famille, qu'on appelle le code de l'infamie en Algérie, notamment parce qu'ils considèrent que les femmes sont des mineurs à vie. Et tout ce discours-là se tient dans un lieu où le corps s'expose, c'est-à-dire le musée des Beaux-Arts. Il y a quelque chose d'assez troublant, Jacques Ferrandez, outre le fait que, évidemment, ce personnage de Paul vous ressemble curieusement, et je constate aujourd'hui que vous avez la chemise et l'écharpe des mêmes bleus que sur la couverture. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que comme on annonçait une météo un peu pluvieuse en Bretagne, j'ai pris un chèche bleu qui est celui du personnage. Voilà, donc là, ça renforce effectivement la comparaison. Mais cette conversation, effectivement, avec nous, elle est dans un lieu très particulier. Vous l'avez dit, c'est le musée des Beaux-Arts d'Alger, où ils sont les seuls personnages que l'on voit et où les fait déambuler dans tout l'art et s'interroger aussi sur, après la colonisation, les artistes africains qui ont continué aussi l'histoire. Pourquoi ce lieu-là vous a intéressé, outre ce que vous venez de nous dire sur le rapport au corps? Parce que d'abord, c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui date de 1930, qui est un musée des Beaux-Arts qui a été construit à l'occasion du centenaire de l'Algérie, la présence française en Algérie. Centenaire, c'était déjà le titre d'un de mes albums précédents, qui se passait justement en 1930. Et cet endroit est magnifique, c'est un très très beau musée de style art déco qui domine ce qu'on appelle à Alger le jardin d'essai, qui était une espèce de grand parc où toutes les essences ont été essayées, disons, depuis le 19e siècle, les essences tropicales, etc. On a fait une espèce de jardin botanique qui était très très étendu. Il y a la vue sur la mer au loin, l'architecture est magnifique, et c'est un musée, moi j'y suis allé souvent, il n'y a pas souvent du monde dans ce musée, il n'est pas très, très fréquenté. Donc il me semblait qu'à la fois c'était un lieu où deux personnes peuvent se rencontrer discrètement, c'est-à-dire pouvoir parler sans être écoutées, disons, et puis voilà, ce rapport au corps m'intéressait parce que il y a aussi tout un discours sur la beauté qui peut aussi sauver le monde, c'est-à-dire cette beauté qui est niée en fait d'une certaine façon par les intégristes, puisque les tenues vestimentaires d'une certaine façon font abstraction de la beauté. On cache les femmes, on se fait pousser des barbes insensées. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la négation du corps, mais encore une fois, qui correspond aussi à une certaine réalité où le corps, je vais dire à la jeune fille, vous connaissez cette chanson de Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte. Et là, on est dans une situation où le corps n'a pas beaucoup d'espace pour exulter. Donc, ça m'intéressait ce rapport justement. Et puis, vous savez, quand on fait un scénario, quand on sait qu'il va y avoir une scène entre guillemets un peu bavarde, c'est-à-dire les gens vont s'exprimer, vont devoir parler ensemble, dialoguer. Trouver comment mettre du mouvement. Voilà, on peut les mettre de part et d'autre d'une table autour d'un café, si vous voulez, dans un lieu plus ou moins neutre. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu lassant de faire un chant contre chant dans un décor un peu neutre. Donc là, à mon avis, l'idée d'abord, je voulais représenter ce musée. Et il me semblait que cette séquence-là pouvait vraiment trouver sa place dans ce lieu. Vous avez pu aussi sélectionner vous-même les œuvres à dessiner. J'ai même fait un petit clin d'œil à mon peintre du premier tome des Carnets d'Orient, parce qu'une de ses œuvres, j'ai repris une vignette du premier album que j'ai transformée en toile, en tableau, comme si mon peintre du premier tome des Carnets d'Orient, Joseph Constant, pouvait avoir une sorte de postérité avec une toile qui figure dans ce musée. Mais il y a beaucoup de toiles de Fromentin, alors je crois pas qu'il y ait un Delacroix, encore que, mais Fromentin, Guillaumet, enfin beaucoup des peintres orientalistes, et aussi, évidemment, vous l'avez souligné, des peintres algériens contemporains, parce qu'il y a aussi une politique de ce musée qui est de ne pas figer les collections à 1962, puisque les collections avaient été rassemblées à un moment de la colonisation, si on veut, depuis 1930. Mais il y a aussi aujourd'hui des artistes contemporains algériens. Malheureusement, encore une fois, pas grand monde ne fréquente ce musée encore aujourd'hui. Ce que vous mettez en scène aussi, c'est la manière dont cette grande histoire finalement vient bousculer l'intime. Alors il y a le rapport au corps mis en scène avec Nour, mais il y a aussi les liens familiaux qui se retrouvent parfois questionnés, interrogés.
les maris et les femmes qui ne se reconnaissent plus par rapport aux trajectoires qu'ils prennent. Ça, c'était important aussi pour vous de montrer jusqu'où est-ce que la grande histoire nous impacte dans notre ordinaire et dans notre intimité. Bien sûr, parce que l'histoire n'est faite que de contradictions. Et là, je montre justement une jeune Française. Alors, je montre les Français, alors les Algériens en France, mais aussi les Français en Algérie, c'est-à-dire après l'indépendance. Je montre une mamie qui retourne là où elle a vécu, parce qu'elle ne se fait pas du tout à cette vie en France. Et j'ai quelques exemples dans ma famille comme ça, pas énormes, mais j'en ai quelques-uns. Et puis, je montre aussi une jeune, ce qu'on appelait les pieds rouges, c'est-à-dire ces Français de métropole qui n'avaient jamais mis les pieds en Algérie jusqu'en 62 et qui ont décidé d'aller aider la nouvelle République algérienne, parce que c'était des gens qui appartenaient au Parti communiste ou qui étaient de formation trotskiste ou chrétiens de gauche aussi, et qui ont décidé de faire en fait la révolution dans cette nouvelle République en train de naître. Et là aussi, il y a des contradictions entre l'idéal qui est porté par ces révolutionnaires et la réalité à laquelle ils vont se confronter, notamment dans une société qui est encore très empreinte de patriarcat, de tradition, c'est aussi un pouvoir militaire. Donc on n'est pas dans une démocratie telle qu'on pourrait la rêver. Donc tout ça aussi, ça m'intéressait de montrer à quel moment souvent les idéologies se heurtent au réel aussi, et que parfois ça fait des étincelles. Hein. Ça ne se passe pas toujours de la façon, ça se passe jamais comme prévu en fait. Ouais, c'est ça. Vous mettez en scène dans la vingtaine de premières pages votre personnage de journaliste dans un taxi, et puis le taxi dit « Mais même l'esprit de l'Algérien, ils l'ont confisqué. On n'avait plus d'espoir. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que même l'esprit de l'Algérien, ils l'ont confisqué? Vous le mettez en scène, ce propos, en 2019, mais on pourra le retrouver à toutes les étapes de votre album. Oui, je dis qu'à un moment donné, ce même chauffeur de taxi dit qu'à un moment donné, il y a eu la colonisation et que ça a créé une espèce d'esprit du colonisé, disons, et cet esprit n'a pas été... s'en débarrasser pas. Ouais. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et le pouvoir algérien a finalement continué à considérer le peuple algérien comme un peuple colonisé, mais par les nouveaux dirigeants, les nouveaux maîtres du pays. Et donc ça, si vous voulez, c'est pour ça aussi que j'ai donné un peu mon apparence physique à ce personnage. D'abord parce qu'on a à peu près le même âge, et puis parce que c'était la première fois. Au début, peut-être mon éditeur vous en parlera. Au début, c'était un peu une étape de travail, parce que c'est sur les premières pages que je lui ai envoyé en disant bon, peut-être mon personnage il va évoluer, ça sera peut-être pas cette gueule-là. Je fais ça par commodité. Et Vincent m'a dit non, mais au contraire, laisse-le comme ça, parce que c'est la première fois que tu peux raconter dans cette histoire des choses qui te sont arrivées. Tous les épisodes précédents, j'étais pas né ou quasiment. Et là, à partir de là, en effet, je peux utiliser les choses vues, entendues, vécues presque. Alors, tout ce qui arrive en personnage, je ne l'ai pas vécu. On pourra peut-être faire le tri. mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont mon expérience personnelle. Et le fait même d'avoir maintenant donné quasiment mon visage à ce personnage, ça m'a incité. Je suis allé récemment retrouver tous les carnets que j'avais faits lors de mon premier voyage en 93 et dans les voyages suivants, les notes que j'avais prises, que je n'avais pas utilisées jusque-là et qui vont nourrir un peu la suite pour que ce personnage soit vraiment ancré dans un réel qui est le mien, où là il n'y aura rien de contestable parce que c'est ce qui m'est arrivé pour le coup. Donc, alors je joue avec les deux, évidemment, c'est aussi tout l'art, j'allais dire, du raconteur d'histoire, c'est de mêler son expérience propre et puis aussi la confronter à ce qu'on a pu, vous voyez, une grande bibliographie à la fin du livre, beaucoup d'écrits, beaucoup de récits, de témoignages, d'ouvrages d'historiens aussi et de journalistes, parce qu'aujourd'hui on est dans l'actualité, on n'est plus tout à fait dans l'histoire, qui me permettent de façonner déjà aussi un contexte dans lequel mes personnages vont pouvoir s'exprimer. C'était une évidence pour vous que ce personnage, il serait un personnage de fiction malgré la ressemblance. Moi j'avoue, quand j'ai reçu l'album, la couverture, je me suis dit, voilà, il poursuit la fiction par une autobiographie. Alors justement, c'est pas du tout une autobiographie, parce que bon, c'est toujours, vous savez, ce qu'on appelle la licence artistique ou la licence politique, c'est que, en effet, comme je l'ai raconté, c'était au départ une étape de travail. Oui. Presque comme un gag, si vous voulez. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si bête de prendre ce personnage-là avec cette manière, pour moi, de m'impliquer vraiment davantage dans cette histoire. Mais en effet, je vous dis, on pourra faire le tri et dire ça oui, ça non, ça il l'a vécu, ça il l'a pas vécu, ça c'est pas possible qu'il l'ait vécu. Vous voyez, bon, mais c'est vrai que le fait que j'y retourne aussi régulièrement, ça me permet aussi de nourrir mon inspiration, pas seulement à travers des livres, des écrits ou des témoignages extérieurs. C'est aussi mon vécu, mon ressenti par rapport à ce pays et par rapport à cette histoire.
Alors, dans cette série de podcasts, on a commencé à le faire. On parle aussi de la relation que les auteurs entretiennent avec leurs éditeurs. Donc ici, il y a Vincent Petit qu'on entendra dans la seconde partie de l'émission pour les éditions Casterman. Qu'est-ce que vous attendez de votre éditeur? Comment est-ce que vous lui présentez un travail? Alors moi, je pense que l'éditeur, c'est évidemment mon premier lecteur. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a des auteurs, je ne sais pas très bien, mais je pense qu'il y a des auteurs qui doivent fournir leur livre, j'allais dire clé en main, c'est-à-dire une fois que c'est fait, on doit être à 20 ou 30 épisodes, on a eu effectivement tous les cas de figure, oui, mais sûrement. Celui-ci aussi. Et donc moi je sais que, vous savez, quand on fait quelque chose comme ça, on n'est jamais très sûr de soi, surtout sur un sujet pareil. Donc, c'est un gros album en plus. C'est un gros album, c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir ensemble. Et moi, ce qui me plaît beaucoup avec Vincent, c'est que quand je discute souvent avec lui de l'avancement du récit, c'est en parlant que parfois les idées viennent. C'est-à-dire que si je me retrouvais tout seul dans mon coin sans en parler à personne, peut-être je me raccornirais sur quelque chose qui se referme, vous voyez, sur soi-même. Et là, le fait d'en parler, ça me permet, avec l'échange, le rebond comme ça qu'il peut y avoir dans la discussion, s'il me pose une question, par exemple, ou s'il abonde dans mon sens, ça peut être le déclenchement du prolongement de ce que j'étais en train de dire, auquel je n'avais pas pensé nécessairement avant de lui parler, et qui me pousse un peu plus loin dans la réflexion ou dans le récit que j'avais prévu de raconter. Donc et moi justement, quand je travaille sur une histoire comme ça, dont je suis, j'allais dire, le seul maître à bord, c'est-à-dire je suis scénariste, dessinateur, coloriste, etc. J'ai une telle liberté que ça m'autorise justement même parfois à faire des bifurcations auxquelles j'aurais pas pensé en cours de récit. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans la vie, à un moment donné, on est arrivé à un certain point, et là on est à un croisement, qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche, on va à droite, et puis une fois qu'on a pris la direction, on peut plus revenir en arrière, parce que moi je dessine aussi un peu au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est comme ça que s'est fait toute ma série des Carnets d'Orient. Je me suis servi de ce qui existait pour aller de l'avant et pour dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer après la situation que j'ai mise en place. Vous ne faites pas d'abord le scénario, ensuite ces esquisses qu'on appelle le storyboard, et puis ensuite le dessin. Ça se fait par chapitre ou par groupe de pages. Exactement, c'est-à-dire ça se fait un peu à l'improvisation, j'allais dire, et ça me permet d'avoir une très grande souplesse et une très grande... j'allais dire presque créativité de l'instant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon histoire avance en même temps que moi, et ma progression dans le récit se fait presque en même temps que la progression des personnages dans leur propre histoire. Et ça, j'aime beaucoup ça, parce qu'il y a un côté un peu inconfortable, mais justement, l'éditeur, il est là un peu comme filet de protection, c'est-à-dire qu'il est lecteur, évidemment, il a un œil extérieur quand même, et le fait, vous voyez, par exemple, le fait qu'il m'ait encouragé à ce que le personnage me ressemble un peu. D'abord, c'était pas forcément ce que j'avais l'intention de faire au départ. C'est venu sous mon crayon, et peut-être c'était cette intuition-là qui était la bonne et qui a été confirmée par l'éditeur. Vous voyez, donc il y a un jeu comme ça d'aller-retour et d'échange que je trouve très précieux. Alors cet album, il est paru chez Casterman, comme les précédents. Qu'est-ce qui fait finalement que vous restez dans cette maison et que vous pouvez être influencé par les lectures des autres albums qui y sont publiés? D'abord, c'est une belle maison, Casterman. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à lire de la bande dessinée, c'était Tintin. Et à l'époque, vous savez, quand on était gamin, on voyait marqué sur la couverture Hergé, les aventures de Tintin et Casterman. Et on ne savait pas si Hergé, Casterman, c'est qui l'auteur, c'est qui l'éditeur. On ne savait même pas d'ailleurs. Ce qu'était un éditeur, oui. Mais donc, pour moi, c'est quand même indissociable de mon apprentissage de la bande dessinée à la maison Casterman. Puis bon, j'ai fait toute ma série des Carnets d'Orient, j'ai fait d'autres albums avant. Moi, j'ai commencé vraiment dans le magazine À Suivre, j'étais porté sur les fonds baptismaux par les éditions Casterman. Donc, quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison de changer. Alors c'est sûr que j'ai fait des petites escapades entre-temps. Mes premiers hommes, mon premier homme, l'étranger, l'autre, Camus, ça c'était Gallimard, parce que le fond Camus, c'est Gallimard. Mais aujourd'hui, les deux maisons sont ensemble, puisque la directrice de Casterman n'est autre que Charlotte Gallimard, la fille d'Antoine Gallimard. Vous voyez, tout ça maintenant c'est rejoint. Donc je dis pas que c'est moi qui ai intrigué pour que ça se fasse comme ça, mais finalement on est aujourd'hui, je suis finalement très bien dans cette maison-là, oui, bien sûr. Voilà, chez Casterman, dont nous parlera donc dans un instant votre éditeur Vincent Petit. Puis donc on peut découvrir votre premier tome des suites algériennes. Jacques Ferrandez, un grand merci de nous en avoir parlé. Merci beaucoup. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Vincent Petit. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes l'éditeur de Jacques Ferrandez, notamment aux éditions Casterman. Nous venons de l'entendre parler de son album Suites algériennes 1962-2019, dans lequel il nous a parlé à la fois de ce qui l'a motivé, cette histoire qui lui tenait à cœur depuis une douzaine d'années, depuis les Carnets d'Orient, et puis qui a rencontré donc l'actualité du mouvement de 2019 pour, ça y est, s'y mettre véritablement. Il nous a dit aussi quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que il discute beaucoup avec vous et assez tôt dans le projet, et qu'il y a par vos discussions des idées qui lui viennent. Comment est-ce que vous travaillez ensemble, et comment est-ce que vous sentez que ces discussions, elles peuvent lui donner matière à création? C'est vraiment la partie la plus plaisante, je pense, du métier d'éditeur, qui est de toucher du doigt la création. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, on n'est pas en tant qu'éditeur créatif du tout, mais on est aux premières loges. On a cette chance de pouvoir discuter avec les auteurs d'une manière intéressée, évidemment, avec un peu d'expérience, parce que bon, moi en tout cas, ça fait 20 ans que je suis chez Casterman, donc ça fait un petit moment que je discute avec des auteurs, et surtout extérieurs à leur création. Et donc, quand je dis extérieur, c'est d'un point de vue aussi affectif. On n'est pas la compagne de l'auteur qui lui dit « c'est bien mon chéri, continue » pour avoir la paix du ménage et pour l'encourager. Évidemment, on va l'encourager, mais on va être un peu plus regardant. Alors, chacun avec ses goûts, ses habitudes, ses connaissances, etc. Alors, moi, dans le cas de Jacques, il se trouve que j'ai fait des études d'histoire. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que je suis chez Casterman, hein, qui a pas mal de BD historiques à son catalogue. Je n'ai pas étudié en particulier la guerre d'Algérie, parce que je crois que pas grand monde l'étudie vraiment. En tout cas, j'en connais beaucoup plus grâce au cycle de BD de Jacques que grâce à ce que j'ai pu étudier à la fac. Mais il est toujours intéressé par avoir des retours, avoir ses premières impressions de lecture. Et donc ça, je pense que ça le conforte. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que vous étiez son premier lecteur. Voilà, c'est cette chance-là que j'ai. Et j'essaye de toujours faire un ping-pong assez rapide pour qu'il ne reste pas le bec dans l'eau trop longtemps, parce que je sais que quand il m'envoie quelque chose, il est très impatient de pouvoir continuer. Et souvent, je ne pense pas que je lui fasse changer grand-chose, je lui confirme des impressions qu'il a. Et ça, c'est valable avec d'autres auteurs aussi. La plupart du temps, quand je soulève quelque chose, un doute, une question, les auteurs me répondent « Ah ouais, justement, je me posais, j'étais pas sûr, je me disais qu'il y avait un truc qui marchait pas très bien, etc. » Ils ont quand même déjà une petite idée, en fait. Hein. Oui, ils s'aperçoivent, mais c'est ce qu'on leur dit souvent, c'est si moi je bute sur quelque chose et que tu as un doute sur ce que je te signale parce que tu dis bah non, moi je ne m'en étais pas rendu compte, fais-le lire à quelqu'un d'autre. Si tu as plusieurs personnes qui disent qu'ils ont buté au même endroit sur quelque chose, c'est qu'il y a un souci. Ça peut être une bulle qui n'est pas placée dans le bon endroit dans la case, un texte qui est un peu curieux, quand on lit, on ne comprend pas exactement. Pour moi, c'est mon travail, si je voulais vraiment le résumer de manière très très simple, c'est d'éviter, quand on lit un roman, un livre de texte, on tombe sur un paragraphe et on va le relire parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a une faute ou la phrase est compliquée, au lieu de le lire et d'enchaîner. Et moi, je suis là pour essayer de faire en sorte qu'on n'interrompe pas la lecture en se posant une question en sortant. Et donc, dans la BD, il y a à la fois le texte, il y a à la fois l'image, la narration, le rythme, etc. Et c'est ces retours-là que je lui fais, ou que je fais à beaucoup d'auteurs, sur là, j'ai l'impression que ça pourrait être plus clair, plus direct, plus simple, ou qu'on a perdu le fil. C'est plus ce genre de petites choses-là. C'est vraiment des retours de premiers lecteurs. Mais sur la question effectivement de la lisibilité et la vitesse, mais il disait aussi donc Jacques Ferrandez que comme il y avait beaucoup ces discussions entre Vincent Petit entre vous deux, donc il y avait ces idées qui émergeaient là, mais évidemment chaque auteur a sa propre manière de travailler. Certains qui peut-être discutent beaucoup au début puis que vous les revoyez seulement à la fin une fois qu'ils ont presque tout terminé. Lui c'est sans cesse en cours de route. Est-ce qu'il est exceptionnel dans les auteurs avec lesquels vous travaillez, ou est-ce que c'est assez fréquent comme ça qu'il vous envoie des groupes de pages pour affiner, pour être sûr de là où il va ensuite? C'est assez fréquent en fait parce qu'on on l'exige pas, hein, mais on le demande beaucoup, on le propose, on va dire, à nos auteurs vraiment depuis pas mal d'années maintenant. C'est moins fréquent avec certains auteurs historiques, Tardy par exemple, il nous envoie ses planches. Généralement, on n'a pas grand-chose à dire, hein, faut être clair, mais il n'attend pas que vraiment notre retour, quoique, mais pas tant que ça en fait. Mais c'est souvent parce que historiquement, dans ses habitudes, son expérience professionnelle, on n'avait pas grand monde qui faisait des retours.
Mais je sais que les collègues qui font des retours à Enki Bilal, à Jean-Marc Rochette, enfin, il n'y a pas d'impossibilité, je dirais. C'est plus dans une histoire d'habitude. Et c'est vrai qu'avec tous les auteurs, j'allais dire de notre génération, moi, Jacques Ferrandez est à peine plus jeune que Tardy, il doit avoir 10 ans de moins à peine, et il est quand même toujours prêt à écouter. Et nous, c'est là où on rajoute une sécurité, entre guillemets, dans cette interface, enfin, ces moments où on échange avec nos auteurs, de se dire, on est au plus près du projet, on est certain que ça avance bien, et on essaye d'amener tout ce qu'on peut dans le suivi, dans la qualité de nos retours, pour que l'album soit le plus réussi possible. C'est aussi ça qui fait que, et c'est quelque chose d'important pour nous, que le travail d'éditeur, on m'a toujours dit, on n'est pas une boîte aux lettres, on ne reçoit pas les planches qu'on envoie en scan et puis on en fait un livre. On est un interlocuteur qui va aider l'auteur à accoucher de sa création. Et ça, c'est une plus-value qu'on ne pourra pas nous retirer techniquement. C'est-à-dire, un auteur, il peut fabriquer son livre tout seul aujourd'hui, il peut même le vendre tout seul s'il veut, etc. Moi, je suis intimement convaincu, et c'est normal vu mon boulot, qu'un livre sera meilleur s'il est fait avec un éditeur. On est convaincus aussi, c'est pour ça que ces podcasts font se rencontrer les auteurs et puis leurs éditeurs. Alors c'est un album très particulier, hein, suite algérienne, ça fait 12 ans qu'il avait interrompu son récit de cette Algérie avec les Carnets d'Orient, même si ce pays ne l'a pas quitté, puisqu'on en avait parlé ensemble. Il a eu notamment les adaptations d'Albert Camus en bande dessinée. Avec une question pour vous, parce que ça s'appelle pas Carnet d'Orient ou Carnet d'Algérie volume 3 ou plus, ça s'appelle Suite algérienne. Et pourtant, on retrouve des personnages de ces précédents albums. Ce fut ça un des enjeux pour vous de comment parler à ceux qui connaissaient les précédents albums et comment parler aux lecteurs qui allaient découvrir cette série avec Suite algérienne? Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on a abordé avec Jacques tout de suite. C'est pour nous, les tomes à l'unité, ils existaient encore, mais ils tournaient très très peu. C'est les intégrales qui tournaient bien de chaque cycle. Donc, il y avait 2 grosses intégrales qui font presque 400 pages chacune et qui tournent bien aussi parce qu'elles sont dans un format plus compact, on va dire plus proche du roman graphique. C'est comme si les gens avaient acheté la saison entière de chaque cycle au lieu d'attendre et commencer avec un tome 11 où il faudrait acheter les 10 tomes à l'unité. C'est déjà partir avec un boulet, même si on donne un autre titre, si on dit les 3, c'est des périodes différentes, vous pouvez les lire de manière indépendante. De fait, on a bien vu quand on a relancé ce nouvel album, on a revendu énormément des 2 intégrales, mais beaucoup de la première, parce que les gens ont envie de découvrir, alors c'est quoi le début? Et chronologiquement, le début, c'est 1830, donc c'est le premier cycle, alors qu'on peut les lire dans le désordre, mais bon, c'est moins efficace. Et le format, on lui a dit, créez-le directement dans ce petit format-là. Et aussi, les intégrales, ce qui est important de souligner, c'est que ça rend aussi l'œuvre plus accessible parce que le prix de vente est beaucoup plus abordable que 10 bouquins à, je pense que c'était 16 ou 17 euros. Là, on est à 2 intégrales à 39, je crois, ou 35, quelque chose comme ça. Donc, on casse les prix, je dirais. Et donc, c'est plus facile de recommencer une série, ou en tout cas de la remettre en avant en sachant, j'achète le premier à 35, j'achète le deuxième à 35, le troisième à 16 euros, je crois, et on s'en rend accessible économiquement aussi pour des gens qui prendraient la série en cours. Et a priori, vu le succès qu'a eu l'intégrale, on avait eu les 2 intégrales pendant 10 ans, parce qu'on l'a sorti, je crois, en 2012, des versions cartonnées comme ça, intégrales, on savait que le public historique de Jacques, attaché aux albums BD, un peu plus grand format, etc., il y avait un autre public qui n'avait pas eu de problème à le lire en réduit. Donc, on n'était pas très inquiet. Et quand on voit les rythmes de vente de 2 intégrales, on en a lancé une réimpression de la nouveauté et de la première intégrale, parce que ça part très très vite, la deuxième ne va pas tarder. Alors, c'est quand même des livres à 35 euros, donc c'est pas des premiers prix, mais il y a un vrai intérêt pour le sujet. Alors ça, on en était convaincus, parce que l'Algérie, c'est quand même un sujet très 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 proche de la France, hein, voire même qui fait partie de l'histoire de France, de notre société aujourd'hui, surtout avec la légitimité de Jacques. Il y a ça aussi, c'est que comme il a réussi toujours à parler de son sujet en se faisant respecter par tous les bords. Et ça, c'est sur ce type de sujet-là, c'est extrêmement louable parce que c'était pas facile, je pense. Et pour l'instant, avec son nouveau, on s'attendait peut-être, parce que la société, les réseaux sociaux, tout ça, ayant encore poussé à avoir des réflexions, des haters en ligne, des choses comme ça.
pour l'instant, on n'a rien vu arriver. Hein. Donc, il y a une légitimité de la part de Jacques et un vrai travail d'équilibriste qu'il fait année après année sur ce sujet-là. Avec un dessin, alors on a parlé avec Jacques Ferrandez, parce que moi je fais partie, je pense probablement, des nombreux lecteurs qui se sont fait piéger par la couverture en s'attendant à ce que ce soit une biographie. En plus, Jacques Ferrandez non seulement ressemble à son personnage de Paul, ou plutôt son personnage de Paul ressemble à Jacques Ferrandez, mais le jour de l'interview, il était habillé exactement de la même manière. Ça, ce fut véritablement un des enjeux de votre discussion avec lui, Vincent Petit, de savoir jusqu'où ce personnage ressemblait à Jacques Ferrandez et à partir de quand c'était un personnage de fiction. En fait, je crois qu'on l'a abordé avec lui, mais avant de recevoir les premières planches, etc., on n'avait pas réalisé qu'il voulait le faire. Et je pense que même lui, il ne pensait pas forcément. Et puis, il s'est retrouvé à faire ses premières planches. Une fois, on a eu le storyboard, tout ça. Bon, il y avait une silhouette, mais on voyait. Et puis, quand on a eu les planches, on dit, c'est marrant, il te ressemble. Il fait, bah oui, on a quasiment le même âge. Et en fait, il a un parcours, comment dirais-je, parallèle au mien. Et ça, elle fait, bah oui, c'est aussi. Il a dû attendre peut-être d'avoir l'âge de son personnage pour pouvoir raconter ce dernier cycle, etc. C'est aussi le premier cycle dans lequel il ne s'appuie pas uniquement sur des sources et des souvenirs familiaux, mais il s'appuie sur ce qu'il a vécu lui. Parce qu'il a commencé à aller en Algérie en 92 ou 93, je ne me trompe pas. Et donc, ça correspond au passage. Et il y a énormément de passages et de scènes dans l'album, dans la nouveauté, qui sont inspirés de ses souvenirs à lui. Là, je travaille sur le scénario du 2. Je pense que c'est la moitié, c'est des choses qu'il a vécues. Et ça donnait aussi quelque chose. Nous, on lui a dit tout de suite, c'est très important parce que c'est pas que tu te cachais derrière ta famille, mais tu racontais l'histoire de tes ancêtres à travers cette saga. Parce que pareil, dans Quartier d'Orient, tous les personnages sont inspirés de gens qui ont existé. Hein. Là, c'est toi. Et le fait que ce soit toi, qu'on arrive au moment le plus sensible peut-être du sujet, parce que ça touche le quotidien et l'actualité algérienne d'aujourd'hui, vraiment. Et que ce soit toi qui te mette en avant, même si ce n'est pas volontairement, mais il se trouve que visuellement, et ces témoignages, etc., c'est symbolique de quelque chose. C'est-à-dire peut-être tu n'aurais pas osé faire ça dans les années 80 quand tu as commencé le premier cycle, parce qu'il est plus âgé, il est plus mûr, il a une certaine légitimité, il a un succès fou, etc. Et donc, il ose maintenant assumer certainement encore plus physiquement, quasiment, d'incarner son personnage. Il y a quand même une part, voilà, qui le différencie effectivement de son propre parcours, Vincent Petit. Puis je voudrais terminer par la maison édition Casterman, dans laquelle vous êtes l'un des éditeurs. Jacques Ferrandez aussi nous disait combien ça lui a été importante cette maison-là. Comment est-ce que vous définiriez la ligne éditoriale de Casterman? En quoi Jacques Ferrandez et ses propositions ressembleraient à ce qui se publie ailleurs, même si évidemment chacun des auteurs a son propre univers et sa propre manière de faire? Alors, on a beaucoup travaillé sur cette définition de ligne éditoriale, notamment quand Gallimard a racheté Casterman en 2012-2013 et l'arrivée de notre directeur éditorial, Benoît Mouchard. Et lui, il nous a dit, pour moi, Casterman, ça se définit en quelques termes vraiment très, très clairs, qui sont une ambition dans les œuvres qu'on reçoit. Donc vraiment, il faut qu'on sente, c'est pas un livre parmi tant d'autres, c'est ce livre-là que l'auteur a envie de faire à ce moment-là et dans lequel il va mettre de toute son énergie. C'est un côté intemporel. C'est-à-dire beaucoup d'albums Casterman deviennent des classiques. Et moi, je passe mon temps à travailler sur énormément de rééditions d'albums des années 70, 80, même avant, ou même des années 2000, et qui sont devenus des livres, du fonds Casterman. C'est très important pour la maison. L'année dernière, le fonds, on en a vendu énormément, beaucoup plus que d'habitude. En 2020, là, comme tout, voilà, la pandémie a fait que le fonds, de manière générale, de toutes les librairies, s'est très bien porté. Voilà. Et le fonds Casterman, on a vraiment très, très bien tiré notre épingle du jeu, parce qu'on a beaucoup de livres qui sont indémodables, sans pouvoir parler de Tintin, évidemment, mais des Tardy, des Ferrandez, des Munoz, enfin, des Comès, il y en a plein. Voilà. Et donc, ça, c'est hyper important pour nous. Et donc, à chaque fois qu'on travaille avec un auteur, on essaie de lui dire il ne faut pas qu'il soit juste ancré dans le moment, dans ce qui se passe actuellement, etc. Il faut que dans 10 ans, si quelqu'un a envie de le relire, il y retrouve quelque chose. Ou dans 20 ans, voilà. Donc, on travaille, on va dire, sur le long terme. Et puis après, il faut que ce soit accessible. C'est-à-dire, et graphiquement et narrativement. On ne fait pas de l'underground, on n'est pas de l'avant-garde. On peut aller jusqu'à un certain niveau de dessin, je dirais déconstruit ou intellectualisant. Mais nous, la BD doit être accessible au public. Donc, on essaye vraiment de pousser nos auteurs, quand ce n'est pas le cas de Jacques, un dessin très, très lisible, mais d'autres auteurs un peu plus expérimentaux,
s'ils viennent chez Casterman, c'est pour aller faire un pas vers le grand public. Ça ne les empêche pas de faire d'autres choses ailleurs, hein, bien sûr. Donc, nous, c'est vraiment un peu ça, ce côté intemporel et accessible dans le sens visuel et du sujet, et puis ambitieux, vraiment exigeant. Et c'est aussi exigeant pour nous sur les retours qu'on fait aux auteurs, etc., tout ce dont on parlait au début, quoi. Évidemment. Dont Suite algérienne 1962-2019, le premier tome de cette nouvelle série de Jacques Ferrandez que vous publiez donc aux éditions Casterman. Vincent Petit, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.